Plus de 30 000 personnes pourraient mourir de faim dans la région du Soudan du Sud. C'est un cri d'alarme de l'Organisation des Nations Unies. Le Kenya, l'Ouganda et la République centrafricaine s'apprêtent à accueillir un visiteur spécial. Il s'agit du pape François. Enfin, la République démocratique du Congo rend hommage à l'ancien président béninois Mathieu Kérékou. C'était dans les locaux de l'ambassade du Bénin à Kinshasa. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous allons démarrer par la Côte d'Ivoire. En pleine campagne électorale, le président Alassane Ouattara a annoncé ce jeudi une nouvelle constitution dès l'année prochaine. C'était au cours d'un entretien accordé à 3 médias français. Alassane Ouattara entend soumettre cette nouvelle constitution au verdict des Ivoiriens par le biais d'un référendum, ce qui, selon le président ivoirien, permettra d'enlever tous les germes de conflit que comporte l'actuel texte. Le chef de l'État sortant et candidat à sa propre réélection revient ainsi sur la question de l'article 35 de la Constitution ivoirienne, article qui exclut les candidats dont les 2 parents ne sont pas ivoiriens et qui pourrait être revu à la faveur de la révision constitutionnelle annoncée. Violence dans le cadre des élections en Guinée. Amnesty International demande aux autorités du pays d'investiguer sur la mort de 6 personnes. L'organisation affirme par ailleurs que 3 personnes ont été tuées par les forces de sécurité et demande que la confiance soit restaurée entre le peuple et la police. À Conakry, il y avait 6 personnes qui sont mortes entre le 8 et le 13 octobre. Parmi ces 6 personnes, 3 étaient tués par les forces de sécurité. Il y avait 2 jeunes hommes qui ont reçu les balles dans le dos et un autre jeune homme qui était battu à mort avec les matraques aussi. Maintenant, nous appelons aux autorités guinéennes d'ouvrir des enquêtes rigoureuses et indépendantes pour s'assurer que les auteurs présumés sont poursuivis en justice, pour que la justice soit faite, pour qu'on mette fin à l'impunité et qu'on puisse bâtir la confiance entre la force de sécurité et la population. Au Soudan du Sud, plus de 30 000 personnes risquent de mourir de faim dans les régions les plus ravagées par la guerre. Des chiffres effarants publiés par l'Organisation des Nations Unies qui rajoutent que des dizaines de milliers d'autres personnes sont au bord de la famine. Bien que l'état de famine n'y ait pas été officiellement déclaré, le Soudan du Sud traverse sa pire phase en 22 mois d'un conflit marqué par de nombreuses atrocités. 30 000 personnes au moins vivent dans des conditions extrêmes et risquent de mourir de faim, selon un communiqué commun publié par 3 organisations des Nations Unies, l'UNICEF, la FAO et le PAM. Les zones les plus touchées par le conflit, qui se traduit notamment par un blocage de l'aide, se situent dans l'État d'unité, dans le nord, riche en pétrole, précise le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation et le Programme alimentaire mondial. En dépit d'un accord de paix signé fin août, des combats intenses s'y déroulent, accompagnés d'enlèvements en grand nombre et de viols de femmes et d'enfants, écrivent les 3 organisations. Sans un accès illimité à l'aide humanitaire, l'insécurité alimentaire peut s'aggraver et se transformer en famine dans certaines parties de l'État d'unité. Le Soudan du Sud est le théâtre depuis décembre 2013 d'une guerre opposant l'armée régulière fidèle au président Salva Kiir à une rébellion dirigée par son ancien vice-président et rival, Riek Machar. La guerre civile, marquée par des massacres et des atrocités d'une violence inouïe attribuée aux 2 camps, a fait depuis décembre 2013 des dizaines de milliers de morts et chassé quelques 2,2 millions de Sud-Soudanais de leur foyer. Une famine n'avait pu être évitée il y a 1 an que grâce à une intervention massive des organisations humanitaires. Rendons-nous maintenant au Bénin où le monde éducatif est en grève. Le Front d'action des syndicats de l'éducation a en effet décidé d'un débrayage de 48 heures à partir de ce jeudi. Ceci pour exiger entre autres la signature sans délai des décrets portant statut particulier des personnels enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire général technique et professionnel. Les porte-paroles de ce front entendent lever leur mot d'ordre si et seulement
si satisfaction est donnée à leurs revendications. Ce serait irréaliste de dire, bon voilà, toutes les mesures prévues là, il faut les appliquer d'un seul trait. Ce que nous avons demandé, c'est 2 phases. La première phase, c'est d'abord la signature des statuts particuliers. S'il y a des problèmes, le gouvernement doit renvoyer le document vers les cadres sectoriels où ils ont été élaborés. Les cadres techniques qui ont étudié ça, qui ont élaboré ça. Parce que la grande commission, ce n'est pas elle qui a élaboré les statuts. Elle n'a pas les éléments d'appréciation au plan technique pour savoir pourquoi on a mis tel avantage, tel avantage. Mais les différents enseignants que nous sommes, à différents niveaux, nous sommes en mesure d'expliquer pourquoi nous avons placé tel avantage. Parce que nous connaissons la pénibilité liée au métier d'enseignant. Et c'est au regard de cette pénibilité-là que nous avons mis un certain nombre de mesures. La seconde phase, après la signature, c'est la mise en application dont je vous parlais justement. Et à ce niveau-là, le gouvernement maintenant peut ouvrir les négociations, comme ça s'est fait pour beaucoup de corps déjà, pour dire par où on démarre, quelle que soit l'évaluation globale. Mais on peut commencer par telle mesure au regard des moyens qu'ils ont aujourd'hui d'être la trésorerie nationale et dire, bon voilà, nous appliquons ceci d'abord. Et de manière progressive, donc à court, moyen et long terme, on peut maintenant hiérarchiser, programmer le reste dans le temps. Je crois que c'est ça qui est responsable. C'est ça qui crédibilise l'État et qui crédibilise également la signature de nos secrétaires généraux en tant que secrétaires généraux donc, de centrales et confédérations. Et c'est ce que nous souhaitons au gouvernement, de respecter nos secrétaires généraux parce qu'on ne signe pas des documents pour les renier après, pour ne pas les respecter dans les délais fixés. Ça ne renforce pas l'autorité de l'État. Ça affaiblit plutôt l'autorité de l'État. Dans un État où la Constitution dit que l'éducation est la priorité de toute chose et que vous n'avez pas de bons éducateurs pour éduquer de bons élèves, je crois que ce n'est pas la peine. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de lutter surtout pour que nous ayons une bonne éducation, donner une bonne formation pour nos enfants de demain. Toujours en ce qui concerne le Bénin, l'ancien président Mathieu Kérékou, décédé le 14 octobre dernier, continue de recevoir des hommages dans le monde. En République démocratique du Congo, par exemple, le vice-ministre des Congolais de l'étranger a sacrifié à cette tradition en effectuant une descente à l'ambassade du Bénin à Kinshasa. Yeyet Mavenga Nzo. La République démocratique du Congo n'est pas restée passive à ce malheur qui vient de frapper le peuple béninois. La mort du général Mathieu Kérékou, qui a dirigé le Bénin presque 3 décennies. Voilà pourquoi le peuple congolais, représenté par le vice-ministre des Congolais de l'étranger, Antoine Roger Boyamba, s'est rendu à l'ambassade du Bénin à Kinshasa. Il sera accueilli par l'ambassadeur Madame Gisèle Bali Médégan. Avec beaucoup de peine, Antoine Roger Boyamba entre dans la salle aménagée pour la circonstance. Il coule quelques mots de condoléances et d'encouragement aux Béninois. Il parcourt avec beaucoup d'estime la biographie de ce grand homme d'État qui a révolutionné non seulement la République du Bénin, mais toute l'Afrique. Et le président Kérékou, pendant le temps qu'il a passé sur cette terre, a démontré son sens du panafricanisme et son amitié pour la RDC, où il est venu à plusieurs reprises. Les échanges n'ont jamais cessé entre nos deux pays. Et le président Kérékou, qui arrive au pouvoir pour réunifier un pays qui était un peu, à l'époque des années 60, on disait l'enfant terrible de l'Afrique. On disait même que c'était un peu la honte de l'Afrique. Et voilà, cet enfant de la troupe est venu mettre tout le monde d'accord en créant une stabilité. Et si, chez nous au Congo, Zaïre à l'époque, on a lancé la conférence nationale souveraine, nous n'avons fait que copier l'exemple lancé par le président Kérékou. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1972, Mathieu Kérékou a présidé aux destinées de son pays jusqu'en 2006, avec une interruption de 5 ans entre 1991 et 1996. Parlons maintenant de la visite très attendue du pape François au Kenya, en Ouganda et en Centrafrique au mois de novembre prochain. Le visiteur spécial se rendra entre autres dans un camp de réfugiés, dans une mosquée et dans un bidonville au cours de sa tournée africaine. Un itinéraire à risque pour la sécurité du souverain pontife. Ces 3 pays, bien que comptant d'importantes communautés catholiques, sont secoués par des conflits ou des violences, ce qui augmente les risques d'attentats pour le chef de l'Église catholique romaine. Au Kenya, le pape François se rendra du 25 au 27 novembre.
À Nairobi, la capitale kenyane, George Bergoglio visitera le bidonville de Kajemi qui compte environ 100 000 habitants. Le pape rencontrera des représentants des différentes communautés religieuses du Kenya dans le but de promouvoir le dialogue interreligieux. C'est un moment privilégié, un moment de bénédiction. Ce n'est pas une manipulation de qui que ce soit, mais un cadeau de Dieu. C'est tout ce que je peux dire. Le pape vient rencontrer les habitants des bidonvilles, les personnes vivant dans des bidonvilles ici à Nairobi. Les pauvres sont une priorité pour le pape. Selon la norme occidentale, ceci est le bidonville typique. Mais nous le voyons comme un semi-bidonville. Tous les habitants des bidonvilles peuvent se rencontrer et nous pouvons rencontrer le pape et être bénis. Les préparatifs vont bon train. Dans un quartier pauvre du centre de Nairobi, un groupe de couturiers fabrique un ensemble de vêtements pour son visiteur hors pair. Le souverain pontife qui visitera le quartier précaire de Kajemi portera de nombreux vêtements à différentes messes. Celui-ci est en or, et c'est le plus classique que le pape porterait surtout à Rome, ou du moins du même style. L'autre, celui-ci, c'est l'African Touch. Nous avons décidé ensemble d'imiter les perles des colliers des femmes Maasai. Nous devons faire 2000 étoiles et ensuite des chasubles comme celui-ci, enfin pas comme celui-là, 70 pour les évêques. Ensuite 20 tenues pour les enfants d'honneur et 20 tenues pour les missionnaires qui sont à l'autel. Nous sommes honorés, très honorés, mais excités aussi parce que ce n'est pas habituel. Le pape passera les 2 jours suivants le 27 novembre en Ouganda avant de rejoindre la Centrafrique, dernière étape de son voyage qui s'achèvera le 30 novembre. Le Malawi a reçu 332 millions de dollars, soit 292 millions d'euros du Front mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. 80% de ce don servira à distribuer des médicaments antirétroviraux, tandis que le reste sera utilisé à combattre le paludisme, une autre cause majeure de décès dans ce petit pays d'Afrique australe. Grâce donc à ce don, 745 000 Malawites vont recevoir d'ici 2017 des traitements gratuits contre le sida, soit 70% de la population infectée. Il faut préciser qu'actuellement, 568 000 personnes contre seulement 3 000 en 2003 obtiennent gratuitement des antirétroviraux dans ce pays fortement touché par le sida, avec 1,1 million de séropositifs, soit 10% de sa population. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programme sur Sika TV. Au revoir.